Europe Soir. Et sur Europe 1 maintenant, c'est le face-à-face d'Europe Soir. Le débat d'Europe Soir entre Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et on va parler d'Emmanuel Macron depuis son voyage en Algérie, depuis l'épisode sur la colonisation, crime contre l'humanité. Des questions se posent. Est-ce qu'on a assisté à un tournant dans cette campagne, Nicolas Bétou? Est-ce qu'il n'y a pas pour le moins un coup de mou? Oui, c'est une mauvaise séquence repérée dès jeudi dernier, mercredi, jeudi dernier, les propos sur la colonisation, crime contre l'humanité, les propos aussi dans une interview à l'Obs sur le mariage pour tous et le fait que le gouvernement a humilié les défenseurs de la manif pour tous. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, il a essayé, ce week-end en tout cas, de reprendre la main et disons que c'est pas un spécialiste de l'auto-repentance, on va dire les choses comme ça, parce que plus il a essayé d'expliquer, plus il s'est enfoncé. Et donc là, il est effectivement dans une mauvaise séquence. Tout n'est pas fini, évidemment. On est au début de la vraie campagne. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il entame désormais une semaine cruciale, avec dans 2 jours le chiffrage de son projet. Et dans une semaine, je crois que ce sera jeudi en 8, Emmanuel Macron lui-même va dévoiler son projet. On va donc pouvoir entrer dans le concret. D'ici là, il peut peut-être essayer de reprendre la main. Ce qui est certain, c'est qu'il avait 2 problèmes devant lui. 1, le projet. Pas de projet, pas de programme, donc peu de choses sur lesquelles accrocher. Et 2, pas d'équipe. Et là, et à mon avis, c'est plus compliqué. La semaine qui vient de se dérouler, même si c'est pas très apparent, est une très mauvaise semaine pour lui. Pourquoi ? Parce que il n'a pas eu de ralliement. Et au fond, il a aujourd'hui autour de lui très peu de monde. Ce qui s'est passé la semaine dernière, je crois que c'était mardi dernier, à la réunion du groupe parlementaire PS, est une très mauvaise nouvelle pour lui. Il n'y a pas de fuite massive du PS, il y a la décision pour tous ceux qui ne sont pas emballés par la candidature de Benoît Hamon, la décision de faire une sorte de grève du zèle de la campagne électorale. Ceux qui ne sont pas d'accord avec Benoît Hamon ne rejoignent pas Emmanuel Macron. Il a donc pas encore de programme, plusieurs erreurs et toujours pas d'équipe. Alors, pas d'équipe, pas de programme, Natacha Polony, mais surtout peut-être pas de conviction. Est-ce que c'est pas là le vrai problème, ce qu'on est en train de découvrir? Je le dirais pas forcément comme ça, même si ça relève en fait de quelque chose qui est extrêmement caractéristique de ce qu'il est idéologiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il est en permanence dans la volonté de ménager la chèvre et le chou. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'adversaire, parce qu'il n'y a pas de choix, selon lui. En fait, on est dans le monde radieux du progrès, tout le monde va communier dans ce progrès merveilleux. Donc on croit qu'on peut effacer les antagonismes, mais la politique, ce sont des antagonismes. La politique, vous voyez, en fait, rassembler, ça n'est pas effacer les antagonismes, c'est pas maintenir surtout des propositions contradictoires. Rassembler, c'est inciter chacun à faire des concessions dans le but d'aller vers, on va dire, le bien commun. Or, lui, il s'imagine qu'on peut promettre la PMA pour tous, pour les couples homosexuels, et en même temps dire « Oh là là, c'est terrible, le gouvernement a humilié la manif pour tous ». Il croit qu'on peut dire... Quand on est en Algérie, la colonisation, crime contre l'humanité, et puis 2 jours après, quand on est face aux pieds noirs, je vous ai compris, ce qui en plus, historiquement, pose un petit problème sur la notion de trahison. Et puis même, on peut promettre un Grenelle de l'alimentation, mais à côté de ça, il n'y aura jamais un mot contre la grande distribution et son pouvoir, etc. Donc on est dans les propositions purement contradictoires. Et pourquoi ? Parce qu'au fond, tout ça, ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est de l'enrobage chez Emmanuel Macron, parce que ce qui compte, c'est son programme économique. Et là, en fait, contrairement à tout ce que tout le monde dit depuis des mois, il y en a un programme économique. Il est très clair. Mais oui, c'est continuer ce qui a été fait par François Hollande et continuer ce qui est demandé par Bruxelles, ce qui est demandé par les grandes instances européennes, c'est-à-dire la dérégulation du marché du travail, c'est-à-dire l'adaptation supposée à la mondialisation. Sauf que le problème, c'est que au moment où on va rentrer concrètement là-dedans, eh bien c'est là qu'il risque d'y avoir un énorme coup de mou dans sa campagne. Nicolas Bétou, sur le programme économique? Non, sur le programme économique, non, on peut pas en rester aux généralités comme vient de le faire Natacha. Un programme économique, là, avec un programme comme ça, ou même avec la dénonciation d'un programme comme ça, vous tenez pas 5 ans quand même. Et normalement, on élit quelqu'un pour tenir 5 ans. Donc, on a besoin d'un programme. Et quand on regarde, par exemple, ce qu'il avait proposé dans la première mouture, par exemple, de la loi El Khomri, et ce qu'est devenu la loi El Khomri au final, on voit bien qu'il y a 2 conceptions assez radicalement différentes de ce qu'est
le droit du travail, la réforme du code du travail et au fond la politique sociale d'un gouvernement. Donc on ne peut pas dire qu'il est dans la simple continuation de François Hollande. Et d'ailleurs, si c'est le cas, de quel François Hollande? Est-ce que c'est le François Hollande, je reprends mon exemple, de la première mouture de la loi El Khomri ou de la fin, c'est-à-dire quasiment aucune réforme? Donc il aura à dévoiler un certain nombre de propositions importantes qui, en effet, vont cliver, et c'est son sujet, on le sait depuis le début. Dès que vous restez dans le flou, on sait que quand c'est flou, il y a un loup. Vous pouvez essayer de rassembler. Dès que vous commencez à être précis, et il devra être précis, vous commencez à cliver et donc à perdre des électeurs potentiels. Nicolas, la question, elle est sur la vision qu'Emmanuel Macron a de la place de la France dans la mondialisation. Et ça, c'est très clair, c'est la même que François Hollande, même s'il n'a pas pu mettre en place la politique qu'il voulait. Mais si vous regardez ce que Emmanuel Macron a esquissé comme programme pour l'instant, vous y retrouvez le CICE, vous y retrouvez la continuation de la loi El Khomri, vous y retrouvez en fait tout ce qui a déjà été fait. C'est en ça que de toute façon, la rupture est absolument illusoire du côté de chez Macron. On est dans la continuité enrobée par la jeunesse, la fraîcheur et quelques discours sympathiques à destination des uns puis des autres. Nicolas Beto. Si on revient sur la campagne d'Emmanuel Macron, je pense que son problème aujourd'hui, c'est que ceux qui étaient derrière Manuel Valls et dont il espérait qu'il le rejoindrait dans sa campagne n'ont pas bougé. Il reste encore une fois, en grève du zèle, tapis, si j'ose dire, dans leur circonscription, en attendant que Benoît Hamon se fracasse contre le suffrage universel, et en attendant de reconstruire un parti socialiste. Donc ça, c'est sa vraie défaite de la semaine passée. Merci beaucoup, Nicolas Betou de l'Opinion face à Natacha Polony. L'étranger maintenant avec François Clémenceau. Bonsoir François. Bonsoir Nicolas. Vous êtes un peu effrayé, ça se sent, au retour de ce week-end par Donald Trump. Le président américain n'est pas rentré à Washington ce week-end. Il a préféré rester en Floride parmi ses électeurs. Résultat, certains commentaires aux États-Unis évoquent la tentation pour Donald Trump de ne plus seulement jouer le peuple contre les élites, mais désormais ses électeurs contre les institutions américaines. Oui, et c'est un article passionnant que j'ai lu ce matin dans le New York Times qui parle de l'entrée en résistance de ce qu'on appelle le Deep State, l'État profond. Vous l'avez compris, on l'a tous vu depuis un mois, les fuites ne cessent de se multiplier dans la presse américaine sur la façon dont le gouvernement Trump gouverne, sur les désaccords au sein de son équipe, sur les décrets qu'il envisage de prendre sans trop de validation juridique, sur ce que savent les services de renseignement sur les relations de son entourage avec la Russie. Et Donald Trump est naturellement furieux de constater qu'il est en fait soumis à une surveillance de sa propre administration alors qu'il est censé en être le chef. Et tout cela est amplifié par le fait que les nominations au plus haut poste du gouvernement et des agences fédérales n'avancent que très lentement. D'abord parce que l'équipe Trump a beaucoup de mal à recruter, ensuite parce que beaucoup d'experts républicains de bonne volonté se font retoquer parce qu'on les soupçonne de ne pas être totalement loyaux au clan Trump, et enfin parce que les élus républicains au Sénat sont de plus en plus regardants sur la façon dont le président dirige le pays. Et clairement, pour beaucoup d'entre eux, la conférence de presse chaotique de jeudi soir a illustré l'incapacité du président à travailler normalement avec la presse, mais surtout avec les élus et l'administration. Alors cet état profond dont vous nous parlez, ça peut aller jusqu'où ? C'est un vrai sujet de préoccupation parce que pour l'instant, vous voyez qu'il s'agit essentiellement de juges fédéraux qui refusent de se laisser marcher sur les pieds, même lorsque le président semble bafouer le principe de la séparation des pouvoirs. Il s'agit aussi des cadres des services de renseignement qui refusent de cacher ce qu'ils apprennent sur les relations connivantes de l'équipe Trump avec la Russie, car il en va, selon eux, de la sécurité nationale. Mais ce sont aussi dans l'administration des lanceurs d'alerte qui, au quotidien, informent la presse des projets de décret sur les questions sociétales lorsqu'ils estiment que juridiquement, il y a des vrais risques d'atteinte aux libertés ou aux droits civiques. Le problème, c'est que si ça va plus loin et que cette organisation de fuite devient méthodique pour servir de moyen de résister de l'intérieur à la présidence Trump, eh bien là, le chef de l'État sera de plus en plus conduit à s'isoler, à se méfier de ses propres services et à se replier sur son dernier carré d'idéologue à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche, ou alors d'aller en Floride à la rencontre de ce que vous appelez l'Amérique profonde. Est-ce qu'il y a un risque, François, pour la démocratie ? Oui, il y a un risque pour la démocratie, mais pas dans le sens où on l'entend. C'est un élu républicain qui le dit, le sénateur John McCain. Il estime que Donald Trump ne peut plus jouer le peuple contre les institutions, que la façon dont il traite la presse, par exemple, comme une ennemie du peuple, ce sont ses mots,
peut conduire à une dérive dictatoriale. Ce qui fait croire à certains que si les choses continuent à ce rythme et si on continue de parler ce langage-là, eh bien, on aura peut-être plutôt que prévu la nouvelle hypothèse d'une destitution du président par le Congrès. Ouh là là, on suivra ça avec vous. Merci beaucoup. L'édito étranger signé comme tous les soirs, François Clémenceau. Une pause, puis les médias, le Zap et Nicolas Canteloup.